Donald Trump, c'est le républicain populiste revanchard qui brigue son retour à la tête des États-Unis. Il est certain de sa victoire, il est prêt à jeter l'argument de la fraude en cas de défaite. On est en compagnie de Sonia Delechage-Stolper, chef du service Planète de Libération. Sonia, est-ce que Trump pourrait faire son grand retour à la Maison-Blanche ? Oui, il pourrait, parce que les sondages restent très très serrés et que... Je vous fais une toute petite pause pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne YouTube de Libération. On fait des discussions comme ça toutes les semaines. Commentez sous cette vidéo pour nous donner votre avis, likez-la si elle vous plaît et je vous souhaite un bon visionnage. Les sondages restent très très serrés et que jusqu'à la nuit de mardi à mercredi, voire plus tard, parce que si les résultats sont très serrés, on n'aura probablement pas de vainqueur forcément déclaré le mercredi 6 au matin. Oui, il peut faire son retour. Comment est-ce que Donald Trump, au fil de cette campagne, il a mené justement cette campagne ? C'était quoi sa stratégie sur tous ces jours de campagne américaine ? Sa stratégie, c'est la peur. C'est la peur et la division. Donc en fait, c'est une stratégie qu'il avait déjà qu'il a appliqué pendant toutes ses précédentes campagnes. Et là, ça a pris paradoxalement presque un palier supérieur ou supplémentaire dans l'outrance, dans la division. Donc en gros, tout est la faute de Kamala Harris. Et ce sont des mensonges qui sont assenés avec les millions de migrants qui sont en train de franchir la frontière et qui vont arriver violer vos femmes et vos enfants, vous assassiner dans vos lits, qui ne reposent sur rien en fait de concret, mais qui sont de l'outrance et qui séduisent une partie de l'électorat, aussi extraordinaire que ça puisse paraître, mais on est dans cette espèce de... Ce qui est aussi très intéressant à regarder, c'est que très souvent, il accuse Kamala Harris d'être une menteuse, etc., alors que lui est le roi des menteurs et a passé sa vie à raconter n'importe quoi. Mais ça fait rien, il continue. Et c'est vrai que cette campagne était assez... vraiment violente dans le ton. Si vous regardez les meetings de campagne, à chaque fois, c'est extrêmement violent, outrancier, vulgaire... c'est tout pour plaire. Est-ce que on sait pourquoi ces Américains qui votent Donald Trump sont attirés par ce candidat ? Il y a cette espèce de sentiment qu'en fait, faut penser que pas mal d'électeurs américains, je disais un peu plus tôt que économiquement, les États-Unis ne vont pas si mal. En fait, leur économie est plutôt en bonne santé, mais c'est vrai qu'il y a eu le Covid, qu'il y a eu l'inflation, qui est désormais plus ou moins maîtrisée et en baisse, mais le fait est qu'il y a beaucoup d'Américains qui ont qui ont toujours leur emploi, qui ont toujours le même salaire à la fin du mois. En revanche, qui, quand ils vont faire leurs courses, remarquent que leur panier de courses est beaucoup plus vide parce qu'ils n'ont plus les moyens de suivre avec les prix, et ont l'impression que du coup, les bénéfices économiques dont on leur parle, ils les sentent pas dans leur vie quotidienne. Donc du coup, ça parle quand on te dit, en fait, il y en a d'autres qui te volent ton argent ou tes bénéfices, ou etc., etc. Donc je pense que ça, c'est une partie de l'attraction de Donald Trump, qui lui dit, et puis lui dit toujours, il y a cette espèce de mirage sur Make America Great Again, et en fait, rendre à l'Amérique sa grandeur, et tu as toujours la question de c'était quand que l'Amérique était vraiment great, à quel moment ? Est-ce que c'était sous Kennedy ? Est-ce que ce qui était un démocrate ? Est-ce que c'était sous Nixon ? Est-ce que c'était... Tu vois, il n'y a pas c'est basé sur pas grand-chose, quoi. Et c'est un petit peu un discours qu'on entendait au Royaume-Uni dans la campagne sur le Brexit, où on disait aussi rendre au Royaume-Uni sa grandeur. Il y a eu plusieurs événements dans cette campagne américaine qui ont un petit peu influencé les sondages et qui ont fait évoluer cette campagne américaine. Est-ce que la tentative d'assassinat contre Donald Trump a changé les tendances de vote ? Ben non, c'est ça qui est assez dingue, c'est que non, pas vraiment. En plus, il y en a eu deux. Alors, il y en a une particulièrement graphique, puisque la balle a sifflé à ses oreilles et il a été blessé, légèrement blessé. Il y en a eu une autre où un tireur a été arrêté à proximité, enfin pas juste à côté, mais sur le terrain où se trouvait à ce moment-là Donald Trump, et qui donc a été arrêté. Paradoxalement, non. Alors lui en a joué beaucoup, évidemment.
Mais on n'a pas vu un bond phénoménal dans les sondages en faveur de Donald Trump. Donc soit ça peut vouloir dire que les réserves de voix pour les Trumpistes sont pas si énormes que ça. Et notamment auprès des indécis, c'est vraiment toujours la question, est-ce que les indécis qui sont pas affiliés politiquement et qui hésitent encore, est-ce que ce genre de truc leur fait changer d'avis? Ça peut parfois basculer, mais là, visiblement, en tout cas par rapport au sondage, pas forcément, non. Elon Musk aussi a beaucoup participé à cette campagne américaine, notamment dans les dernières semaines. Est-ce que lui, il a eu un impact sur les tendances de vote ? Alors, il a un impact sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de doute, puisqu'il a même dit qu'il manipulait ouvertement les algorithmes sur Twitter, enfin sur X, pour les tourner en faveur de Donald Trump. Il a mis en place une loterie pour convaincre les électeurs, enfin une loterie qui permettait à quelqu'un qui s'est enregistré républicain, qui va voter, d'être tiré au sort et de gagner $1 million. Alors après, est-ce que ça fait basculer le vote ? Pas sûr non plus, parce que notamment, ceux qui sont tirés au sort sont des électeurs républicains et a priori pro-Trump. Donc, c'est vrai que dans le buzz des réseaux sociaux, ça a fait du bruit. Est-ce que ça a fait basculer effectivement à nouveau la minorité silencieuse qui peut changer un vote d'un côté ou de l'autre dans les États, notamment les swing states? C'est pas sûr du tout. Aujourd'hui, à J-1 de l'élection américaine, comment est-ce que les électeurs de Donald Trump se sentent ? Ils sont sûrs qu'ils vont gagner. Ils sont certains qu'ils vont gagner, ils n'ont aucun doute. Donc, et alors en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont certains qu'ils vont gagner, pas parce qu'ils pensent que qu'ils vont remporter un maximum de voix, mais parce qu'ils considèrent que quel que soit le résultat annoncé, y compris s'il est en leur défaveur, ce sera un résultat qu'ils contesteront, qui sera faux, qui sera truqué, ils mettront en avant toutes sortes d'arguments. Et donc, en fait, ils sont très confiants parce qu'ils sont persuadés qu'il n'y aura aucun doute dans le fait que, de toute façon, si Trump n'est pas déclaré vainqueur, c'est que l'élection lui a été volée. Exactement la même chose qu'il dit et qu'il martèle depuis 2020. Est-ce qu'il y a des électeurs républicains qui désavouent Donald Trump ? Oui, il y en a pas mal en fait. On a aussi eu un reportage sur ces républicains qui soutiennent Kamala Harris, y compris des républicains de ce qu'on appelle de souche, qui ont toujours voté républicain, qui n'ont jamais même imaginé qu'un jour ils puissent se détourner du parti républicain et qui disent aujourd'hui on est au-delà du parti politique, on est dans une dimension qui est tellement grave pour la démocratie notamment, qu'on ne peut plus soutenir Donald Trump. Parce que ces républicains voient Donald Trump comme quelqu'un qui n'a aucune hésitation à prôner une forme d'autocratie, à dire je vais virer tous ceux qui ne seront pas d'accord avec moi, je vais, y compris parmi les fonctionnaires. C'est assez marquant aussi parce que, par exemple, tous les membres de son ancien cabinet de la Maison-Blanche l'ont désavoué. En fait. Donc, il y a un vrai mouvement ce qu'ils s'appellent les Republicans for Harris, donc qui disent non, en fait, on veut un chef d'État qui soit décent, qui ne soit pas dans la division, qui ne soit pas dans l'outrance ou dans le mensonge, et surtout qui respecte la démocratie et les institutions de ce pays. Tu le disais tout à l'heure, les électeurs de Trump sont persuadés que Donald Trump va gagner. Lui-même, Donald Trump, semble prêt à dégainer son argument de la fraude en cas de défaite. Est-ce qu'on a le risque de voir un Capitole 2.0 ? Est-ce que Donald Trump pourrait appeler à prendre je ne sais pas quelle institution américaine ? Alors, oui, on ne peut pas dire non. Parce que vu ce qui est annoncé à son micro régulièrement, c'est assez effrayant. Après, est-ce qu'il va le faire ? Alors déjà, les mesures de sécurité qui sont mises en place autour du Capitole, autour des bureaux de vote, etc., sont évidemment surdimensionnées par rapport à la normale, entre guillemets, parce que cette élection n'est pas une élection normale, sans doute. Maintenant, oui, il y a une vraie... En fait, le fait est que quand on écoute Donald Trump, on a l'impression qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de ligne rouge, il n'y a plus de ligne rouge. Depuis l'attaque du Capitole, qui est quand même le symbole absolu de la démocratie américaine, et se dire qu'un candidat à la présidentielle battu appelle à marcher sur
le symbole absolu de la démocratie américaine, c'est un appel au coup d'État. Et donc, évidemment, il y a une vraie crainte que ça puisse se passer une nouvelle fois. On a une question de Pitcher42 dans le chat. Si jamais Trump gagne, est-ce que Kamala Harris pourrait contester sa victoire ou pas? Elle n'est pas dans ce délire-là. Alors, si c'est très serré, il n'y a aucun doute qu'elle aussi fera appel à des recours et des recomptes. Il faut savoir que la dernière fois avec Biden, il y a eu des endroits où on était à 6000 voix près. Donc, il a fallu recompter. En Géorgie, il a fallu recompter. Donc, si c'est très serré, notamment sur un swing state qui pourrait en gros décider d'un côté ou de l'autre de la victoire, évidemment, Kamala Harris ira lancera des recours ou des demandes de recomptage, etc. Après, elle ne va pas dire l'élection m'a été volée. Si Donald Trump gagne de manière extrêmement claire et démocratique, elle ne contestera pas sa victoire. Mais si c'est très serré et que effectivement dans certains bureaux de vote, parce qu'on sait déjà que Donald Trump a mis en place des pro-Trump, des pro-républicains dans les bureaux de vote, dans les bureaux où vont être dépouillés le scrutin. Et donc, en fait, il y a déjà des doutes sur est-ce que ça va se passer correctement. Donc, évidemment, dans ce cas-là, elle le contestera. Mais elle ne va pas passer les 4 années suivantes si Donald Trump gagne de manière honnête et claire et nette, elle ne le contestera pas. Est-ce qu'on sait, en gros, à quoi pourraient ressembler les États-Unis si Donald Trump fait son grand retour à la Maison-Blanche? On l'a déjà eu 4 ans à la Maison-Blanche, donc on a déjà un premier schéma de ce qu'une présidence Trump 2 pourrait être, sachant que ce qu'on a constaté pendant les 4 années de son mandat, c'est qu'en gros, il a tenté de grignoter les institutions en sa faveur. La Cour suprême, puisque c'est le président des États-Unis qui nomme les juges de la Cour suprême, il a fait en sorte de nommer une majorité de juges à sa botte, ce qui a permis de renverser Roe v. Wade. Qui est donc l'arrêt qui protégeait l'avortement aux États-Unis, c'est ça? Exactement, au niveau fédéral. Et clairement, dans son programme et dans ses discours, il le dit, il va continuer. Il a l'intention d'aller encore plus loin. Il a très clairement dit, les fonctionnaires qui ne seront pas à ma botte, ils vireront. Ils sont partis, sachant que c'est quelque chose qui n'est pas totalement compréhensible en France, où on a un corps de fonctionnaires qui sont censés soutenir ou en tout cas travailler pour le président et le gouvernement qui est aux manettes à un moment T. Donc ça risque d'être ça, c'est l'isolationnisme, il a promis d'expulser des millions d'immigrants légaux ou illégaux d'ailleurs, dès le lendemain de sa présidence. Il a promis de faire la paix en Ukraine, ce qui en gros consiste à imposer à l'Ukraine un cessez-le-feu qui serait à son désavantage, avec une perte de territoire, une perte de souveraineté sur sa terre, son pays soi-même. Donc c'est et il faut savoir que pour Trump, c'est ce qui l'intéresse, lui, c'est ne pas dépenser d'argent uniquement pour son pays. Il n'a aucun intérêt, il ne voit aucun intérêt à verser des fonds à l'OTAN. Il l'avait déjà dit lors de son premier mandat, verser des fonds pour soutenir l'Ukraine, etc., etc. Est-ce que on sait quels effets ça pourrait avoir sur la diplomatie? Est-ce que Trump à la Maison-Blanche, c'est un risque pour la diplomatie? Alors, ça dépend pour quelle diplomatie. Il faut voir qui le soutient et de qui il se dit proche. Il dit qu'il a toujours eu une très bonne relation avec Vladimir Poutine. Le seul leader européen qui le soutient très ouvertement, c'est Viktor Orban en Hongrie, qui n'est pas un modèle de leader, de dirigeant démocratique et qui a versé dans l'autoritarisme. Donc en fait, il est soutenu et il admire les hommes forts. On est toujours dans cette rhétorique de machiste et masculiniste. Donc lui, les dictateurs du monde, il les trouve plutôt intéressants et plutôt il les admire. Donc en fait, oui, un Donald Trump
Après, l'administration américaine, la diplomatie américaine, elle continue à travailler, quel que soit le président. Hein, c'est renouvelé tous les 4 ans. On va pas avoir une guerre avec les États-Unis le lendemain de l'élection de Donald Trump, pas du tout. Mais en revanche, ça risque d'être compliqué, notamment voilà pour l'Ukraine. Et si Donald Trump coupe tous les vivres à l'Ukraine, qu'est-ce qui se passe pour Poutine? Est-ce qu'il peut décider d'envahir la Moldavie, la Géorgie, voire plus après? J'ai une question de tie-break dans le chat qui se demande s'il y a des différences entre Trump et Harris sur la question de la Palestine. Est-ce qu'il y a vraiment des Américains pro-palestiniens qui pourraient voter pour Trump par refus pour Harris? Est-ce qu'on a des infos sur ce point-là? Oui, il y a eu un vrai questionnement là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que il y en a qui ont effectivement dit on votera pour Trump, etc., etc. Et pourtant, il y en a aussi qui ont dit, et notamment il y a une élue, on a fait le portrait d'une élue d'origine palestinienne qui a dit je vais voter, je suis démocrate, je suis en désaccord avec le manque d'action de Kamala Harris ou de l'administration Biden, mais je vais voter quand même à contre-cœur pour Kamala Harris parce que Donald Trump c'est quand même too much. Donc est-ce que ça ferait une différence le vote pro-palestinien sur le résultat des démocrates? Ça reste à voir. Il n'y a pas de doute que ça a joué. Elle a fait très attention pendant sa campagne à être très prudente sur ce sujet, à ne pas trop le laisser prendre la première place dans les débats, etc. Donc, je pense qu'à ce niveau-là et sur ce plan-là, elle a été assez à droite parce que sa campagne est assez consensuelle finalement et est assez rassemblante. Maintenant, effectivement, ça peut faire une différence. Et si on est dans ce schéma, toujours, encore une fois, on parle un peu c'est difficile de faire du prospectif quand on n'est pas sûr, mais si on parle toujours de ce schéma de résultats très serrés, effectivement, quelques voix peuvent faire la différence, qui décideraient de ne pas voter. C'est même pas forcément pour Donald Trump, mais par exemple de s'abstenir. Ouais, ça peut faire une sacrée différence. Alors, le vote, c'est donc demain, la nuit américaine. À Libération, qu'est-ce qu'on prépare pour vous proposer, vous informer sur cette nuit américaine? Qu'est-ce qu'on prépare alors, Sonia? Alors déjà, on ne dort pas, que vous le sachiez. On est beaucoup dans le journal à ne pas dormir et à passer la nuit au journal. On a ouvert un live déjà élection américaine toute la journée sur le site aujourd'hui. Il sera ouvert demain également. Il durera au moins 48 heures pour vous informer sur les petites infos, qui a voté, quand, qu'est-ce qui s'est passé, où on en est, etc., etc. Vous avez toute une série, on a un gros dossier, élection américaine sur le site, donc n'hésitez pas à aller piocher dedans parce qu'il y a des papiers très, très serviciels qui expliquent comment marche le système électoral parce qu'il est quand même très différent du système français. Quelles sont les autres élections en jeu parce que on parle de l'élection présidentielle, mais en fait, il y a aussi des élections au Sénat, au Congrès, il y a des référendums, notamment sur l'avortement, qui sont super importants. Donc, au fur et à mesure de la nuit, quand on aura les résultats, notamment sur ces scrutins-là, on vous fera des articles, des analyses, des résultats pour vous expliquer tout ça. On va suivre où seront les candidats. Il y en aura un qui sera dans son golf à Mar-a-Lago, en Floride, Donald Trump. Kamala Harris sera dans son université, Howard University, qui est la première université afro-américaine près de Washington. Donc voilà, on va vous suivre au fur et à mesure toute la nuit et évidemment, chaque fois qu'il y aura un rebondissement ou quelque chose qui pourra nous expliquer ce qui se passe ou nous diriger vers un résultat ou un autre, on vous informera là-dessus. On a une carte interactive qui vous permettra de cliquer sur les différents États pour voir où est-ce qu'on en est dans le nombre de grands électeurs. Il en faut 270 pour pouvoir être élu. Et c'est vrai que le moment où ça bascule, ça y est, on a un président à ce moment-là. Donc voilà, on a prévu, on a demain si vous aimez l'édition print, on a 11 ou 12 pages qui vont être consacrées uniquement à cette élection avec des reportages. On a des envoyés spéciaux, on a à peu près 6 envoyés spéciaux qui sont dispatchés aux États-Unis, notamment dans les swing states, en Caroline du Nord, en Pennsylvanie, dans le Nevada, en Géorgie. On a aussi quelqu'un à New York, quelqu'un en Californie. Donc
Donc voilà, on va vous informer, vous donner le maximum d'éléments pour animer la nuit et la journée ensuite de mercredi et plus si on ne sort pas avec un résultat clair et net. Et si on sort avec un résultat clair et net, on vous fera évidemment les portraits des vainqueurs, des perdants, les analyses, qu'est-ce qui a fait basculer le vote, qui a fait quoi, etc. Merci beaucoup Sonia pour tous tes éclairages. Merci Corentin.